bonjour à tous et bienvenue à ce 29e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Stéphane Allinger-Cormier, président de la Fondation Équipe Québec. Merci d'être ici avec nous. Merci de vous intéresser au sujet. Ça m'intéresse depuis longtemps, mais je suis contente qu'on puisse en parler plus en profondeur. Alors, peut-être un petit préambule avant qu'on se lance. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à vous intéresser à ce sujet-là? Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce sujet-là, suite à des nombreux voyages que j'ai faits dans la vingtaine, là. Je voyais les autres nations, les autres pays là, être joyeux avec leurs équipes nationales quand il y avait des événements sportifs importants. Ils se rassemblaient, puis moi, j'étais spectateur de ça, puis je me disais, pourquoi moi, j'aimerais ça, vivre ça pour le Québec. Puis c'est comme ça que c'est né en dedans de moi. Puis après ça, je me suis impliqué là, plus activement. Puis là, depuis quelques années, je milite. Je suis vraiment engagé là, pour la cause depuis une douzaine d'années. Oui, on aime ça à l'Antichambre d'écho, recevoir des gens de la société civile qui sont engagés dans une cause puis qui ont un objectif clair. Parlant d'objectifs, dans le fond, la première question que j'aimerais aborder, c'est pourquoi Équipe Québec? Quels seraient les avantages que vous voyez d'avoir des équipes nationales au Québec? Bien, la première chose, c'est la fierté. Donc, tous les peuples, on le voit là, avec la Coupe du monde, c'est la fierté qui ressort avec quand notre équipe joue. L'union des gens, ça rassemble, c'est rassembleur. Et nous, on pense que c'est très bénéfique pour les athlètes, les entraîneurs, pour la visibilité. Donc, c'est une foule d'avantages, même au niveau économique. Il y aurait des gros avantages d'avoir nos propres équipes sportives. Peut-être qu'on peut décortiquer chacun de ces points-là, parce que dans chaque sous-point, il y a beaucoup à dire. Au niveau de la cohésion sociale, la mobilisation collective là, que vous décrivez, dans le fond, ça crée souvent des moments d'unité qui sont précieux. Est-ce que vous en avez en tête? Par exemple, je sais, dans les dernières années, il y a eu des occasions. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ça? Ou est-ce qu'il y a eu des moments de fierté là, au sein des quelques équipes qui ont joué là, sur la scène nationale ou internationale? Bien, au niveau des équipes Québec, c'est certain qu'il existe déjà certaines équipes. Donc oui, ça a créé beaucoup de fierté envers ce sport-là qui participe à des compétitions internationales. On a, par exemple, je pense à des arts martiaux, au badminton, qui a participé à des événements avec nous au Bahreïn puis en Serbie. Ça crée vraiment une dynamique au niveau du développement des athlètes. Ils reviennent après ça de ces voyages-là complètement transformés. On voit les performances augmenter. Donc, il y a vraiment, il y a comme toute une cohésion qui se passe avec la chimie d'équipe, la fierté, tout ça. Il y a quelque chose de chimique qui se passe, puis c'est ce qu'on pense que les équipes Québec peuvent apporter dans tous les sports. Parce qu'on le voit aussi... Quand, exemple, on a un Québécois qui performe bien dans un sport aux Olympiques ou dans des compétitions de grande envergure, on le voit qu'il y a un impact ensuite sur le sport puis le développement de ce sport-là. On peut penser au plongeon, au patinage de vitesse, au judo. Je pense qu'il y a plein d'exemples. Donc, est-ce que vous pensez que, justement, ça pourrait contribuer à développer certaines filières sportives? Oui, c'est prouvé que les performances d'un athlète peuvent influencer les inscriptions l'année suivante. Donc là, vous m'avez nommé là, des sports individuels. Donc, à ce niveau-là, on a beaucoup d'exemples au Québec d'athlètes au niveau individuel qui ont fait des performances exceptionnelles, puis ça a entraîné d'autres jeunes à vouloir pratiquer ce sport-là. Par contre, on n'a pas l'exemple au niveau des équipes. Et ça va être important qu'on fasse la distinction. Les équipes Québec, c'est beaucoup aussi pour les sports d'équipe, où là, on a beaucoup moins de chances de briller présentement. Mais on travaille là-dessus. Là, évidemment, il y a un peu de la question politique peut-être qui s'immisce dans tout ça. J'imagine que vous avez de façon naturelle plus le soutien des gens qui se disent nationalistes ou souverainistes même. Pouvez-vous imaginer qu'on pourrait avoir un soutien là, qui pourrait transcender la division souverainiste-fédéraliste au Québec? Oui, en fait, nous, l'organisation que je dirige, on est transpartisan. Donc, on tend la main à tous les gens au Québec, qu'ils soient fédéralistes ou souverainistes. C'est certain qu'on a l'unanimité chez les souverainistes. Chez les fédéralistes, c'est quand même assez surprenant. Donc, dans tous les partis politiques majeurs au Québec, présentement, on a des appuis.
Et là-dessus, on a même 3 partis, donc le Parti conservateur du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois, qui appuient officiellement la création d'équipes nationales dans leur Plateforme. plateforme ou dans leur document là, politique. Mhm. Au niveau de la CAQ et du Parti libéral, on a reçu des dons de ministres, de députés. Et assez surprenamment, au niveau du Parti libéral, il y a le candidat à la chefferie passé, là, qui est Marc Bélanger, Mhm. qui nous a appuyés officiellement durant sa chefferie. Donc, c'est dans toutes les familles politiques, il y a des appuis. Euh, Nous, on veut rassembler le plus de gens possible. Puis je pense que ces gens-là, même s'ils sont fédéralistes, ils comprennent le but de ça. Ce sont des fiers Québécois Mhm. et ultimement, ils voient l'intérêt d'avoir des équipes nationales à ce niveau-là. Mhm. Puis je pourrais peut-être rajouter même au niveau du premier ministre François Legault, qui se dit maintenant fédéraliste. Je l'ai rencontré personnellement à son bureau de l'Assomption. Avant qu'il soit premier ministre, et il m'a personnellement dit qu'il était favorable à avoir des équipes nationales de hockey. Donc, pour les autres sports, il n'y en a pas abordé, mais pour le hockey, il était favorable. Maintenant, il est là depuis 7 ans et il n'a presque rien fait. Mhm. Donc, là-dessus, c'est une déception. Puis je pense que, dans le fond, le fait qu'il y ait autant de politiciens qui vous appuient, c'est aussi parce que la population appuie l'idée, si je ne me trompe pas. Vous avez fait même des sondages. Oui, exactement. Donc, on a Mhm. commandé un sondage léger pour sonder l'appui. Et 74 des Québécois, et ça monte à 80 chez les francophones, qui sont favorables à la création d'équipes nationales de hockey du Québec. Mhm. Puis là-dessus, avant d'oublier, je veux absolument dire que quand on parle de hockey féminin et on parle de hockey masculin. Parce que souvent, les gens, ils pensent juste au hockey masculin. Mais on pense que même au niveau du hockey On féminin, serait très on compétitif. serait encore meilleur que Oui. les joueurs masculins. Donc, il faut absolument pousser ce volet-là. Mhm. Ouais. Au niveau on a beaucoup parlé récemment d'immigration, d'intégration. Au niveau de l'intégration et de la fierté là, pour intégrer les jeunes issus de la diversité, on le sait que le sport, ça peut jouer un rôle vraiment indéniable. Selon vous, est-ce que la création d'équipes nationales contribuerait à ça? Absolument. Mhm. Absolument. Ça va être un vecteur puissant là, d'intégration. Là. Ça, on le mentionne souvent. On l'a vécu même, on arrive du Brésil, où notre équipe du Québec de futsal, du soccer Ouais. intérieur, était composée de plusieurs jeunes athlètes issus de l'immigration. Et peut-être pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils brandissaient un drapeau québécois avec fierté. Mhm. Fait que pour nous, ça a été vraiment un gros succès. Puis on est convaincus que d'avoir ces équipes-là, ça va rehausser le sentiment d'identité, de se considérer québécois. Donc, souvent, c'est un problème. Les jeunes athlètes ou même les Québécois de souche, comme on dit, n'ont pas cette fierté identitaire. En représentant le Québec à l'international, ils voient les autres. On l'a vécu, là. Ils voient les autres nations, puis ils n'ont pas le choix de se poser la question, moi, je représente qui? Là? Les autres, ils représentent toute leur nation fièrement. Donc, là, ils comprennent à travers les autres qu'ils peuvent aussi être fiers, eux autres. Donc, oui, tout à fait. Puis des fois, on sous-estime, je pense, le pouvoir des symboles, les drapeaux, vous portez fièrement votre chandail. Mais j'ai une petite anecdote. Là. L'autre jour, j'étais avec une gang d'amis. Puis en fait, une d'elles avait reçu pour son enfant un chandail avec une grosse feuille d'érable. Puis là, elle ne savait pas trop quoi faire avec ça. Puis là, une autre lui a répondu, en fait, tu as juste à te mettre en mode olympique. Puis, tu sais, ça frappe l'imaginaire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand moment, même au niveau de la fête nationale le 1er juillet, il n'y a pas grand moment où on sent plus une espèce d'engouement pour le Canada au Québec que pendant les périodes olympiques. Oui. Donc, c'est sûr qu'à la même manière, je pense qu'effectivement, ça pourrait contribuer à une création de nation fortement. Là. Je ne sais pas si j'aimerais vous entendre sur le niveau symbolique de toute l'affaire. Oui, donc tous ces symboles-là, moi, j'y crois beaucoup là, que ça joue dans l'inconscient ou la conscience collective. C'est certain quand on est entouré de symboles qui promeuvent le Québec, l'identité, la fierté, ça joue sur le psyché. Donc,
Que ce soit les hymnes nationaux, par exemple. Moi, je milite beaucoup pour que les hymnes nationaux soient en français uniquement au Québec. On regarde au Centre Bell, c'est toujours joué en bilingue, mais ça envoie un message que Montréal est peut-être une ville qui n'est pas vraiment francophone. Donc, moi, je crois beaucoup à ces choses-là. Si le drapeau, d'avoir le drapeau dans les écoles, oui, absolument. Je prends la balle au bon sur la question linguistique parce que je pense que vous êtes intervenu quand même quelques reprises dans les médias sur la question linguistique, dans les équipes sportives. Quand on a des athlètes là, qui sont invités dans les équipes canadiennes, souvent on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui parle français là. Donc, qu'est-ce que ça changerait au niveau linguistique pour nos athlètes d'avoir des équipes nationales? Ça changerait tout. Parce que dans le fond, au niveau des équipes, sportives canadiennes, on sait que tout se passe en anglais. Pour la majorité des équipes, à part les sports où le Québec domine. Je vais prendre par exemple peut-être le patinage de vitesse et peut-être d'autres sports là, où il y a plus de Québécois, mais dans tous les autres, je vais prendre le hockey parce que c'est notre sport national, on sait que tout fonctionne en anglais et même que le français est interdit dans l'entourage de l'équipe. Et ça, nous, on l'a noir sur blanc. Donc, il y a un rapport du commissaire aux langues officielles qui a sorti un rapport qui dit clairement que le français était interdit dans l'entourage de l'équipe pour des raisons, écoutez bien ça, d'esprit d'équipe, de résultats et d'efficacité. Donc, si notre langue les dérange tant que ça, ben nous, on propose d'avoir des équipes nationales du Québec. Ça va nous convenir parfaitement. Là, on a couvert, je dirais, tout ce qui est culturel, linguistique. Au niveau du développement sportif comme tel, je pense qu'il y a des avantages. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu. On le voit, je pense qu'il y a une certaine fuite des talents. En tout cas, moi, je le vois autour de moi, chez les jeunes. On parle de plus en plus de prep school. On sent que l'élite sportive tend à s'exiler. Là. Puis j'imagine que c'est la même chose au niveau des entraîneurs. En fait, tout le monde qui est meilleur finit par quitter, finalement. Est-ce qu'on aurait davantage de rétention si on faisait des programmes d'équipe nationale? Là, encore, il va falloir... Ça serait du sport par sport. Parce que c'est certain que quand on excelle dans un sport, on attire les gens de partout sur la planète. Donc, historiquement, le Canada ou le Québec attirait beaucoup de joueurs de hockey de l'extérieur parce qu'on était les meilleurs. Aujourd'hui, les Américains ont développé leur hockey et c'est le contraire maintenant qui se produit. Si je prends juste le hockey. Le football américain, on produit des excellents talents au Québec. La puissance au Canada, c'est au Québec pour le football américain. Malgré ça, nos meilleurs joueurs quittent pour aller dans les programmes américains. Là-dessus, moi, je pense que ça va être difficile de se battre contre ça. On n'a pas à se battre contre ça. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est quand ces gens-là vont chercher l'expertise aux États-Unis ou ailleurs, de les ramener ici à long terme. Puis avec un programme national, par exemple, avec des équipes nationales, on pourra, après qu'ils aient eu une belle carrière, les recruter pour qu'ils développent le sport ici. Et former la relève. Former la relève, faire profiter de ce qu'ils ont appris aux États-Unis, puis de l'amener ici, puis de ce qui est bon, de l'appliquer. Donc, moi, je pense que ça va être en vain de se battre contre ça. On peut essayer de faire de la rétention, absolument, d'avoir un programme national au niveau des entraîneurs, au niveau des techniciens, des experts qui vont rôder autour du sport. Ça va offrir des emplois très intéressants. Donc, ça, là-dessus, je pense qu'on peut retenir des très bons experts si on développe des programmes nationaux au Québec. Par contre, pour les athlètes, je pense qu'on ne devrait pas les empêcher d'aller à l'extérieur, se perfectionner, avoir les meilleures performances. Au contraire même. Mais c'est un problème. On s'entend que, surtout quand on était les meilleurs au hockey, maintenant, nos meilleurs talents s'en vont ailleurs, ça fait mal. À l'ego, ça fait mal. Mais il faut pas... Tant qu'ils reviennent puis qu'ils continuent de former, on est correct. Oui, et qu'on continue quand même à essayer de les retenir. Qu'on fasse des efforts, qu'on ne fasse pas juste dire, bon, mais c'est comme ça, puis on a perdu la bataille. On peut quand même rivaliser, offrir des choses intéressantes ici. Là. Peut-être pour compléter, dans le fond, c'est intéressant. On se dit, on peut pas vraiment... C'est un peu inévitable que l'élite quitte ou en tout cas cherche à aller là où les gens sont les meilleurs. Ceci dit, si on a quand même une équipe nationale, ça permet peut-être de corriger
le peu d'occasions sportives, si je veux, si on veut, pour certains athlètes qui sont quand même bons, qui pourraient compétitionner, mais qui peinent à se faire une place sur l'équipe canadienne, par exemple. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait, dans ce sens-là, permettre à certains joueurs d'aller chercher du talent, de jouer avec les meilleurs pour s'améliorer? Oui, absolument. En fait, ça donne un espoir, ça donne un objectif ultime de faire partie de l'équipe Québec, par exemple. Donc, oui, les joueurs élites du Québec vont avoir une opportunité de plus, vont avoir un but sportif de plus, donc dans leur menu de choix. Là. Donc, absolument, ces équipes-là. Et il va y avoir des centres nationaux partout sur le territoire. Présentement, il y a même au Québec, pour les athlètes québécois, sont obligés de s'exiler des fois à Calgary, en Colombie-Britannique pour certains sports. Donc, c'est de ramener ça, de fédérer ça au Québec. Ça va créer des centres nationaux dans toutes les régions. Ça va créer des bons emplois. Et surtout, les membres du personnel, c'est que présentement, dans les équipes canadiennes, ce sont tous des gens qui sont, pour la plupart, pas québécois. Si je prends, par exemple, Hockey Canada, la plupart des membres du personnel qui accompagnent l'équipe nationale, j'ai fait une petite recherche, là, mettons, sur 23 accompagnateurs, il y a peut-être 1 ou 2 Québécois qui profitent de cette expérience internationale-là, alors qu'avec des équipes du Québec, ça serait tout le monde, ça serait les entraîneurs, les physiothérapeutes, les techniciens, tout le monde, les psychologues sportifs, auraient une expérience internationale. Puis nous, à petite échelle, on le vit avec nos équipes qui sont en Chine présentement et qui ont été au Brésil il y a quelques semaines. Et on avait toute une équipe autour de nos jeunes et ils sont tous revenus pour dire « Wow, ce que j'ai appris là, j'ai échangé avec des psychologues d'autres pays, j'ai échangé avec des entraîneurs de d'autres pays, des stratégies, des façons de faire. » C'est très enrichissant pour toute la filière sportive. Tout, du début à la fin, là, c'est inestimable ce que ça apporte. Alors, on a fait le tour des avantages. Maintenant, j'aimerais aborder, dans le fond, une question assez simple, mais peut-être plus compliquée qu'on pense. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi, si on a l'appui populaire, l'appui de plusieurs politiciens et qu'on voit les avantages, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que les obstacles sont politiques, institutionnels, réglementaires? Je dirais le principal obstacle, c'est politique. On est rendu à un point où on sait qu'on est capable, on a le droit d'avoir des équipes. C'est légal. Il y a 35 autres nations dans le monde qui ne sont pas des pays, qui ont des équipes nationales dans différents pays. Au niveau du soccer, on va avoir la Coupe du monde l'année prochaine. C'est la plus grosse fédération sportive au monde. Il accrédite 212 nations. La FIFA. La FIFA, oui. Accrédite 212 nations dans le monde, alors qu'il y a 194 pays. Donc, on sait que c'est possible. Même au hockey, l'IIHF, la Fédération internationale de hockey sur glace, accrédite 4 nations qui ne sont pas des pays. Donc, des fois, il y en a qui nous disent « Oui, mais le hockey, ils n'en prennent pas, eux autres. » C'est pas vrai. Le hockey en prenne des nations. Donc, nous, notre opinion là-dessus, c'est que c'est vraiment au stade politique maintenant. Moi, je ne demande pas aux fédérations québécoises d'aller mettre leur tête sur le bûcher parce qu'ils risquent d'avoir des représailles de la Fédération canadienne. Donc, les fédérations québécoises, souvent, sont reliées aux fédérations canadiennes. Donc, s'ils s'en vont au combat pour se faire accréditer, ils risquent d'avoir des représailles, puis ça va nuire aux athlètes. Donc, nous, là-dessus, on n'en veut pas du tout aux fédérations québécoises. Là où est-ce qu'on est rendu, c'est au niveau politique. J'ai rencontré, disons, le père du projet des équipes nationales, qui est Maître Guy Bertrand, et aussi Robert Sirois et André Matteau, qui ont fondé la Fondation Équipe Québec. Donc, Robert Sirois, c'est un ancien joueur de hockey professionnel. Et on est assez d'accord là-dessus pour dire que ça se joue au niveau politique. C'est au gouvernement du Québec à enclencher le processus. Et c'est pour ça, moi, que j'en veux un peu à M. Legault. Puisqu'il est d'accord. Oui, exactement. Et dans son gouvernement, j'ai pas de preuves, mais je vais l'avancer quand même. On pense que c'est Isabelle Charest qui bloque le projet. Donc, il y a des ministres, comme je vous dis, le ministre Lacombe, Roberge, qui nous ont donné de l'argent, qui nous ont écrit noir sur blanc, qui appuyaient notre mission.
Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement-là, qui a tous les moyens pour faire avancer le projet, Puis qui a fait d'autres batailles nationalistes par ailleurs, moins Oui. rassembleuses, là, Oui, peut-être? Oui, exact, c'est oui, sûr. absolument, oui, Mm. et qui connaissent les sondages, qui savent que la population est d'accord avec ce projet-là. Mhm. Nous, on pense que ça vient vraiment de la ministre des Sports, Isabelle Charest. Donc, il s'agit de peu de choses pour que ça change. Il s'agit qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place pour faire avancer le projet. Donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment, c'est un combat qui est rendu politique. OK. C'est la plus grosse contrainte. Donc, et l'autre chose, ben, c'est la réticence de certaines fédérations québécoises à embarquer, à endosser le projet, à juste dire qu'on est d'accord, mais on ne peut pas pour l'instant. Bon, mais juste par exemple, nous, avec Badminton Québec, on a un accord et Badminton Québec a maintenant dans ses programmes de développement la participation à nos événements qui sont avec la Fédération internationale de sport scolaire. Donc, ils viennent en tant qu'équipe Québec participer aux championnats mondiaux à petite échelle. Donc, déjà là, il y a une ouverture. Donc, nous, c'est tout ce qu'on demande des fédérations québécoises, c'est une ouverture. Allez pas vous battre, on va le faire à votre place, mais quand même une ouverture. Donc, ça serait les deux plus gros obstacles. Le milieu très conservateur du sport. Donc, ce sont des gens que nous, on remarque, là, qui sont très frileux. Ils ne veulent pas se mettre personne à dos. Donc, ils n'osent pas. Ils restent dans leur chaise, ils font leur travail comme ça se fait depuis 20-30 ans. Donc, ce sont des contraintes. Puis là, j'entends bien les contraintes au niveau politique. Vous semblez référer davantage au palier provincial comme étant le leader. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a un rôle aussi du gouvernement fédéral pour bloquer ça ou pas tant que ça? C'est certain qu'ils ne sont pas favorables. Dans plusieurs fédérations internationales, on demande l'accord de la fédération nationale pour accréditer, disons, une région d'un pays. Par exemple, la Catalogne, en Espagne. Oui, eux autres peuvent avoir du blocage de l'Espagne. Mais eux autres, effectivement, ils ont un peu la même situation que nous, on a ici. Donc, oui, au niveau du gouvernement canadien, on s'attend à rien de eux. On sait que ça va être une réponse négative. Mais il reste que on est capable de faire des avancées puisqu'on a déjà certains sports où on a une accréditation internationale. Donc, tant que ce n'est pas politique, nous, on sait qu'au niveau du hockey et du soccer, là, le gouvernement canadien va s'opposer. Il va mettre tous les moyens pour s'opposer. Par contre, dans des sports moins connus, moins politisés, on a déjà fait des avancées. Donc, on a déjà 4 ou 5 fédérations internationales qui reconnaissent le Québec en tant que nation. Donc, et puis, ça n'a pas fait de vague tant que ça. Ça n'a pas fait de vague. Okay. Donc, je ne sais pas, on a passé en dessous du radar pour l'instant. Comme on a déjà discuté, on est en Chine, donc en tant qu'équipe Québec, au championnat mondial scolaire de volleyball. C'est quand même un précédent important. Tout à fait. On se fait remarquer par des milliers de personnes dans le milieu sportif et dans le milieu du volleyball. Donc, la Fédération internationale de volleyball sait qu'on est là, sait qu'on existe. Est-ce qu'ils attendent simplement qu'on leur fasse une demande pour nous accréditer en bonne et due forme? Je ne sais pas. Mais il s'agit d'essayer. Et nous, on va occuper tout l'espace qu'on est capable d'occuper pour l'instant. Et les sports plus politisés comme le hockey puis le soccer, ben là, il va falloir que le politique s'en mêle. Ouais. Est-ce que, au niveau des athlètes, est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté d'aller là ou est-ce qu'il y a une espèce d'ambivalence avec la double allégeance et tout? Non. Nous, c'est certain que les athlètes, ce qu'ils veulent en bout de ligne, c'est de performer et de gagner leur vie avec leur sport. Donc, un peu la même chose que les fédérations québécoises. Nous, on ne leur demande rien aux athlètes. On va faire le travail. Nous, on est là pour ça, la Fondation Équipe Québec. Je peux vous dire qu'il y en a énormément qui viennent nous voir, qui nous appellent pour dire on est à 100% d'accord avec ça. Des athlètes très connus, même Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'a dit, là, parce que lui, il se prononce assez régulièrement en faveur du projet. Il a été contacté par des athlètes pour se faire dire que nous, on est tout à fait d'accord. On ne peut pas sortir publiquement parce qu'il y a toujours la peur des représailles. Oui. Et on comprend ça. Donc, ils sont tiraillés, tu sais, c'est certain. Donc, puis nous, on les comprend, c'est leur carrière qui est en jeu.
Donc, oui, il y a cet aspect-là, mais moi, je vous garantis que si on leur offre l'opportunité de porter le fleur-de-lysée, ils vont le faire avec fierté. Puis même au hockey, au soccer. Je vous donne l'exemple au hockey. L'équipe canadienne prend un ou deux. Ils prennent nos meilleurs. Ceux qui sont, disons, de calibre égal aux autres, ils vont toujours favoriser un Canadien anglais. Ça, c'est pour la chimie d'équipe, pour toutes sortes de raisons linguistiques, peu importe. Imaginez ces joueurs-là qui restent à la maison lors des championnats mondiaux juniors de hockey. À toutes les fêtes, il y a le junior de hockey. On donnerait l'opportunité à 23 joueurs québécois de se faire voir par le monde entier. Est-ce qu'ils préféreraient ne pas jouer ou de jouer pour l'équipe Québec? La question ne se pose même pas. C'est certain que, oui, les 2-3 exceptionnels, je pense au hockey féminin, Marie-Philippe Poulin, c'est certain, c'est la vedette de l'équipe féminine canadienne. Mais tous les autres, la vingtaine d'autres joueuses qui sont élites au Québec, qui ne sont pas sélectionnés par l'équipe canadienne, est-ce qu'ils n'aimeraient pas, eux autres, pouvoir aussi participer aux championnats mondiaux de hockey féminin? Oui, tout à fait. Donc, quand les gens nous disent ça, oui, mais ils n'accepteraient pas de jouer pour le Québec. Voyons donc, c'est ça où ils restent à la maison. Donc, oui, puis on entend aussi un peu parfois, puis vous me corrigerez, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu prégnant. Là. Mais tant qu'à perdre, parce que en tant que nation, on est aussi bien d'aller gagner avec le Canada ou autre. Ouais. Comme si de facto, c'est sûr qu'on allait perdre, alors qu'il y a quand même des exemples de nations comme, je pense, à l'Islande qui a gagné. Donc, je pense qu'il y a aussi... C'est une possibilité que des petites nations soient très performantes. On le voit, entre autres, au rugby, avec des nations qui sont insulaires, minuscules et qui dominent leur sport. Bref, je pense que même s'il y a la possibilité de perdre, les athlètes, qui sont des vrais athlètes, veulent compétitionner, veulent jouer contre les meilleurs parce que c'est des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Et comme vous dites, il y a aussi la possibilité de gagner. Oui, on pourrait être surpris. Absolument, qu'on va être surpris parce que surtout les sports d'équipe, c'est la chimie d'équipe. La cohésion. Exactement. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'une petite nation de 2 millions d'habitants peut battre une nation qui a 500 millions d'habitants. On l'a vu, ça s'est fait. C'est certain qu'on a les statistiques, ça n'arrivera pas souvent, mais les fois que ça arrive, c'est encore plus historique. Un exploit. Ouais, c'est ça. C'est historique. Donc, le Canada ne gagne pas tout le temps non plus. Donc, est-ce qu'on abandonne tous les sports dans lesquels le Canada est 20e au monde, par exemple? Au soccer, ils sont classés, je ne sais pas combien, 30e, 35e. Est-ce qu'on abolit l'équipe canadienne de soccer? Ben non. Ils sont partis d'être 100e et ils sont rendus maintenant 30e peut-être. Donc, il y a une progression. Puis ça, c'est justement dû au fait qu'ils ont participé aux championnats mondiaux, aux grands jeux internationaux. À force de se comparer aux meilleurs, on a dit, OK, on a eu des lacunes dans tel domaine, on va s'améliorer, on va mettre des efforts là-dessus. C'est ce qu'on ferait, nous autres, on n'est pas plus niaiseux que d'autres. Non. Donc, c'est certain. Puis, au niveau du hockey féminin, on serait dans les 3 meilleures équipes au monde. Demain matin. Assurément. Demain matin. Et au hockey masculin, ça, c'est un débat que j'ai souvent sur les réseaux sociaux. Les gens en fait, ceux qui sont de mauvaise foi disent qu'on se ferait battre par le Cameroun au hockey, là. Mais je suis convaincu qu'on serait dans les 6 meilleures nations au monde. Juste au niveau des joueurs de la Ligue nationale, on est la 5e nation en termes de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, quand les gens disent on se ferait battre par l'Allemagne a à peu près 6 joueurs de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Nous, on en a 60. OK? Donc, on est devant la Tchéquie, devant la Slovaquie, devant la Finlande. Donc, même au niveau masculin, on serait dans les meilleurs au monde. Ça serait intéressant de voir ça. Oui. Et surtout, de ne pas participer fait en sorte qu'on prend du recul. Tout à fait. Parce que le sport s'est mondialisé depuis 20 ans. Dans tous les sports, ça s'est mondialisé. Donc, si on ne participe pas aux grands jeux mondiaux, ben on est spectateur de ça, puis on ne s'améliore pas comme on devrait. C'est là qu'on est vraiment perdant, au final. De ne pas jouer, on est toujours perdant. Oui, absolument. Peut-être pour la dernière partie de l'entrevue, j'aimerais qu'on aborde peut-être les stratégies puis peut-être une feuille de route là, assez réaliste là, vers, dans le fond, le développement. Là, vous l'avez mentionné, vous passez par peut-être les plus petits sports pour commencer à faire naître le projet, mais
Où percer en premier, finalement? Là? Je pense que le hockey revient pas mal sur le dessus de la pile, mais est-ce que c'est vraiment là où stratégiquement on veut commencer? Non, il ne faut pas commencer par le hockey. C'est sûr qu'au niveau politique, oui. Mais nous, à notre niveau, on est un organisme à but non lucratif. Nous, on a contacté à peu près toutes les fédérations québécoises sportives qui existent pour leur dire que c'est possible qu'ils pratiquent leur sport au niveau international en représentant le Québec. Donc, nous, on occupe toute la place qu'on est capable. Donc, ça, c'est notre stratégie de par petits pas ou par, donc d'occuper tout l'espace, ou là où c'est facile. Donc, je vais donner un exemple dans un art martial qui s'appelle le Yosekan Budo, qui est pratiqué peut-être par 1000, 2000 personnes au Québec. C'est la présidente de la Fédération québécoise qui nous a contactés et qui nous a dit, nous autres, on aimerait ça représenter le Québec. Il y a un championnat international là, en France, puis on aimerait ça. Comment qu'on fait? Donc, nous, on dit, ben faites juste demander à votre Fédé internationale s'ils vous accepteraient. Puis, ça a pris 48 heures et ils avaient leur accréditation. Donc, il y a des fédérations comme ça internationales qui sont très, très, très ouvertes à accueillir des nations qui ne sont pas des pays. Donc, ça peut se faire facilement, comme ça peut se faire de façon un peu plus compliquée quand la fédération a des statuts, des règlements. Puis là, bon, il faut qu'ils passent par des votes avec les comités et tout ça. Mais tout est possible dans la vie. Puis au niveau du hockey, on a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Nous, on prétend ça. C'est le fait que le hockey est né au Québec. C'est reconnu, c'est même documenté, ce qui fait que la Fédération internationale, souvent, n'a pas le choix d'accréditer la nation qui a, disons, vu naître le sport. Et j'ai le meilleur exemple, c'est au niveau de la nation Haudenosaunee, qui est les Iroquois, là. Eux autres ont leur propre équipe nationale de crosse. La crosse, oui. Ouais, et ils jouent contre le Canada, ils jouent contre les États-Unis aux championnats mondiaux de crosse et ont même fait leur demande pour participer aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Puis là, ils n'ont pas la réponse à ce jour? Ils ont eu l'accord du gouvernement canadien et du gouvernement américain. Et il reste maintenant simplement le Comité international olympique à approuver. Donc, ils sont très, très proches de l'avoir. Ça, ce serait un précédent intéressant, j'imagine, là, du côté de votre fondation. Absolument. Ben oui, parce que, étant donné que les Haudenosaunee sont les fondateurs du sport de la crosse, ils ont eu une reconnaissance internationale et ils ont le droit de jouer. Donc, nous, ça serait la même chose au hockey. En 1875, le premier match officiel de hockey organisé a été fait à Montréal et ça, c'est documenté et reconnu. Donc, si le Canada nous bloquait, on pourrait aller au tribunal arbitral du sport, défendre notre cause et je suis convaincu qu'on gagnerait. Ouais. Très intéressant. J'ai peut-être envie de parler au niveau des infrastructures sportives. Je pense qu'on accuse peut-être un retard de ce côté-là, du moins dans certains sports. Est-ce que le projet d'équipe Québec, équipe nationale, permettrait aussi peut-être de pallier à ce déficit-là qu'on remarque là, quand moindrement on voyage un peu? Là, vous avez dit que c'était comme ça que vous aviez eu envie, peut-être au départ. Je reviens au début de l'entrevue. Moi aussi, là, avec mes enfants, j'ai voyagé pas mal. Puis c'est sûr que quand on se compare là, de ce côté-là, on se console pas tant. Je sais pas, j'aimerais vous entendre sur le développement des infrastructures sportives. Oui, bon, ben, encore là, c'est du cas par cas selon le sport. Donc, il y a certains sports où on a des très belles infrastructures. Dans d'autres sports, on fait pitié. Donc, c'est l'occasion d'avoir des équipes nationales. Ça va nous forcer à avoir des centres nationaux dans tous les sports. Donc, l'argent va venir avec. Quand je regarde tout le gaspillage qui a été fait par le gouvernement de la CAQ là, dans des investissements de milliards de dollars, là, je pense à Nordvolt, une partie infime de ça aurait pu aller dans des infrastructures pour nos équipes nationales et des emplois et au niveau du développement économique. Donc, quand on met un centre national, par exemple, je ne sais pas moi, à Chicoutimi, c'est des emplois, ça emploie du monde, ça crée plein de retombées. Là. Plein de retombées économiques. Là. Et même
social, puis en santé. Oui, puis exact. tout ça, Exactement. Exactement. ouais. On se prive de ça. Mhm. C'est inimaginable. Donc, oui, il y a beaucoup d'investissements à faire, mais encore là, ça fait rouler l'économie, là. Donc, les compagnies de construction qui vont faire ces infrastructures-là, l'argent va rester au Québec. Présentement, on envoie notre argent à Ottawa pour faire des centres nationaux qui sont à Calgary ou à Saskatoon. Je veux dire, j'ai rien contre ça. Comme ça que le pays est structuré, mais Mhm. on sait qu'on a le droit. Pourquoi ne pas le faire? Non, effectivement. Donc, ben oui, je pense que. Puis même au niveau, peut-être dernière petite question, au niveau du financement puis des investissements en sport, est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur en ce moment? Puis là, on sort un peu de la question des équipes nationales, mais est-ce que vous trouvez que le sport est assez financé à l'heure actuelle? Non, absolument pas. Tous les sportifs vont vous dire, là, les brevets, c'est à peine pour vivre. Là, surtout avec l'inflation, ça n'a pas suivi. Donc, les athlètes d'élite, déjà, eux autres sont sous-financés par rapport à d'autres pays où c'est sont extrêmement bien traités. Donc ici, on ne valorise pas notre élite sportive assez. Et aussi, les athlètes, comme vous disiez tantôt, qui sont extrêmement talentueux, mais qui sont juste sur le bord d'être dans une équipe nationale ou d'être reconnus comme élite, d'être brevetés, eux autres n'ont rien. Donc, pour aller faire une compétition à l'international, c'est leurs parents, c'est l'entourage qui doit payer. Et ça, c'est vraiment, là, ça nous empêche de développer des athlètes qui ont beaucoup de talent, puis qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se rendre au prochain niveau. Donc, non, absolument. Là, ici, là, surtout pour un pays développé comme qu'on est riche, on valorise pas assez nos sportifs. Absolument. J'ai dit que c'était la dernière question, mais j'ai encore une question. Oui. C'est la dernière question. Au niveau de l'attention médiatique ou des médias en général, est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent? T'sais, on le sait qu'entre autres, mettons, du côté de TVA Sport, on sent que c'est précaire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de comparer, admettons, mes filles suivent beaucoup le NCAA au volleyball, tout ce qui est sport universitaire. On peut pas s'empêcher de comparer. On n'est vraiment pas à la même hauteur que, en termes de diffusion. Puis, ceci dit, il y a quand même des moyens plus faciles de, admettons, diffuser des matchs avec la technologie qui change et tout. Puis, je sais que les jeunes s'intéressent beaucoup au sport amateur, au sport universitaire, alors qu'on a vraiment peu d'offres pour regarder ça. On a beaucoup parlé de hockey, mais c'est vrai que le hockey occupe quand même une grosse part, admettons, de l'attention médiatique qui est donnée là, au sport. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce côté? Premièrement, moi, je me désole justement que le hockey occupe autant de place dans les médias, mais bon, c'est l'offre et la demande, là. Les gens demandent. Mais ça cannibalise tous les autres sports. Puis ça, c'est vraiment, vraiment malheureux parce qu'on a des athlètes exceptionnels dans d'autres sports, en athlétisme, en volleyball, qui mériteraient tellement d'avoir de la couverture médiatique. Et je ne blâme pas TVA ou Radio-Canada, ou peu importe, mais de ne pas diffuser ces gens-là, ben c'est sûr qu'eux autres, ça leur rapporterait pas d'audience. Donc, ils le font pas à cause de ça, mais c'est... En même temps, on se désole que les jeunes ne regardent pas ou peu la télé. Puis je comprends que c'est ça plaît peut-être pas à leur public qui est déjà gagné. Ceci dit, si on veut gagner des parts de marché, amener les jeunes à écouter davantage la télé, peut-être qu'il y aurait quelque chose là. En tout cas, j'espère que ça sera entendu parce que, on n'a pas parlé de basket, mais il y a aussi il y a des sports qui, chez les jeunes, sont à une hauteur qui n'est pas du tout représentée dans l'espace médiatique. Exact. Ça risque de changer un peu justement l'intérêt des sports. Alors, je pense au volleyball. Il y a des championnats mondiaux qui vont être présentés au Québec et ça remplit les amphithéâtres. Oui, on le voit. Puis il y a aussi en volleyball de plage l'événement au Parc Jean-Drapeau qui attire les foules aussi. Oui. Effectivement, c'est peut-être un exemple, là, mais je pense que c'est le centre Vidéotron à Québec qui a tenu ces événements-là. Puis c'est quand même une belle façon de pivoter parce que, bon, on s'entend que les Nordiques sont toujours pas là. Mais il y a un potentiel là qui, selon moi, dort, là, mais il n'est pas exploité à la hauteur. Oui, je pense qu'il est en émergence. Ils vont probablement s'en rendre compte
quand il va y avoir assez de masse là, qui vont le demander. Ouais. L'autre chose, ça serait la société d'État. Radio-Canada a quand même un rôle à jouer là-dedans. C'est pas une société, disons, à profit, là. Je pense qu'il y aurait un rôle social à faire connaître d'autres sports. Ils le font beaucoup avec leur plateforme web. Ça, c'est quand même bien. Au niveau francophone, on a perdu le hockey. Donc ça, je déplore ça beaucoup. Donc, au niveau des médias, les gens qui ne payent pas le câble ou donc qui n'ont pas l'argent sont forcés d'écouter en anglais. Puis ça, je le dénonce beaucoup. Ça a beaucoup anglicisé le sport au Québec. L'anglicisation du sport au Québec, moi, je le dénonce beaucoup, puis je me fais beaucoup critiquer parce que le milieu conservateur sportif, eux autres, ils acceptent ça complètement, que ça soit anglophone. Et moi, je vais toujours me battre pour ça. Pourquoi avoir des équipes nationales si c'est pas de montrer notre culture, montrer qui on est, puis d'être fiers à la face du monde. On a vu, nous autres, les Brésiliens, les Serbes, ils sont tous là, sont tellement fiers de qui ils sont. Puis nous autres, il faudrait qu'on s'efface pour dire non, on va inquiétez-vous pas, on va tout fonctionner en anglais, on ne dérangera pas personne. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut être fier de qui qu'on est, puis les équipes nationales, c'est ça que ça apporte. Donc, j'ai dévié un peu, là, mais pour les médias, non, mais c'est ça, c'est tout ça, si on voyait dans les médias nos athlètes avec le fleur d'Elysée, parlant français, ça aurait toutes des retombées dans tout le sport amateur au Québec. Les jeunes verraient ça, verraient leurs idoles avec ça, puis ça découlerait partout à la base. Donc, c'est cette pyramide-là, le haut de la pyramide, ne donne pas l'exemple pour le reste. Donc, c'est un peu ça que moi, je voudrais, mais oui, au niveau des médias, heureusement, il y a les médias sociaux. Oui. Donc, on est capable de suivre nos équipes avec ça, mais... oui, avec des petits moyens, on peut se débrouiller, absolument. Mais c'est pas peut-être à la hauteur de ce qu'on espérait. Non, mais c'est quand même bien. Là. Oui, Au moins, on a ça. Je pense que comme ce qu'on fait là en ce moment, dans les médias, on ne parle jamais d'équipe nationale ou presque. Nous, on a interpellé beaucoup les gens pour débattre de ça avec des chroniqueurs connus puis tout ça. Ils n'osent pas, ils ne veulent pas en parler. Je ne sais pas pourquoi, ils ont-tu peur? Nous, on les invite. Si jamais on a peur de rien, nous autres, on va y aller en direct. On veut parler, on veut débattre d'équipe nationale. Mais ils ne veulent pas. Donc, les radios, tout ça, disons, plus populaire, mainstream, ils ne veulent rien savoir. Donc, on est content qu'il y ait des médias sociaux. Une chance. C'est de même qu'on s'est fait connaître, nous. Oui. Ouais. Merci. Merci d'avoir accepté. Peut-être en terminant, quel message souhaiteriez-vous adresser aux athlètes, aux jeunes, aux décideurs, aux citoyens? Vous pouvez choisir un message, un mot de la fin. Bien, moi, je dirais que tout le monde qui est intéressé au projet des équipes nationales, contactez-nous. On a une expertise dans la création d'équipes du Québec, même en ce moment. Donc, on n'attendra pas l'indépendance du Québec. En ce moment même, on peut faire des équipes nationales. Contactez-nous. On peut vous outiller, on peut vous guider, on peut vous aider à aller faire des compétitions à l'international au nom du Québec. Oui, vous n'attendez pas le grand soir. Il y a déjà des occasions insoupçonnées. Donc, oui, on invite tout le monde à vous écrire. Oui. Bien, merci beaucoup encore pour votre générosité. Merci de votre intérêt pour les équipes nationales.